Voilà, je propose que nous démarrions sur, pour ce webinaire sur la traçabilité dans le Jira et Confluence. Donc, dans ce webinaire, nous allons présenter donc la problématique de la traçabilité et puis surtout voir comment elle peut s'organiser, se créer dans le Jira et Confluence et les bénéfices qu'on peut en tirer. Voilà, donc je laisse. Donc, nous serons deux présentateurs, donc moi-même, François Grisard-Lapersonne, ainsi que Stéphane Zocco. Et donc, selon les chapitres du webinaire, nous alternerons la parole. Voilà, donc je laisse tout de suite la parole à Stéphane pour l'introduction de ce webinaire. Oui. Alors, merci François. Je me présente juste 2 secondes. Je suis Stéphane Zocco, ingénieur système et consultant chez ADN. Donc, pour ce webinaire, du coup, nous allons vous présenter en sommaire. Le plan de présentation sera dans un premier temps une petite introduction donc où on vous présentera le contexte d'un point de vue réglementaire et d'un point de vue projet aussi. Puis s'en suivra la présentation du modèle de données qui pilotera, qui servira de fil conducteur donc pour les cas d'utilisation présentés dans le webinaire. Mais par la suite, nous vous présenterons les outils qui sont certes déjà connus par certains d'entre vous, mais qui permettent ici de situer aussi le contexte côté outils. Donc les outils sont Jira et Confluence. Nous exploiterons donc les outils Jira et Confluence pour générer la traçabilité. Mais avant cela, on vous présentera réellement, en tout cas, un aspect théorique sur la valeur ajoutée de la traçabilité et des recommandations seront faites. Donc concrètement, quand on entrera dans l'outil, on l'utilisera pour la création d'exigences, pour la création des risques, donc ce qui induit les calculs aussi et surtout l'exécution des tests et finalement, nous montrerons comment établir le lien de traçabilité effectif entre les différents objets Jira ou Confluence. Par la suite, on exploitera justement la traçabilité dans la phase d'analyse et en fin de compte, nous vous présenterons brièvement l'offre de service ADN qui s'articule autour de nos 3 piliers finalement, conseil, intégration et formation. Donc, sans plus tarder, en guise d'introduction, nous savons que la conception de dispositifs médicaux finalement nécessite en tout cas très souvent le respect de contraintes réglementaires et ces contraintes vont aussi bien dans le cadre de la 13485, donc le système de management de la qualité exigences réglementaires, que l'analyse de risque, la gestion de cycle de vie, on va dire logiciel et tous ces éléments ont en commun, en tout cas, de générer la production finalement de documentation, de générer la production d'exigences. Et il est donc important, en tout cas, l'importance de la traçabilité se perçoit bien évidemment encore mieux en phase de vérification et de validation, et ce qui peut être ultra utile en fin de compte lors de l'analyse d'impact et en phase de gestion des modifications. Et établissement de la matrice de traçabilité. Bien, peut-être très souvent nécessaire et manipulé par un nombre d'entre vous. Tout à fait. Donc, comme je le disais justement, le fil conducteur de la présentation sera, on va dire, l'exemple finalement habituel. Hein. Donc ici, même s'il n'en a pas tout l'air, c'est un dispositif médical, c'est un ventilateur. On l'a choisi justement parce que il allie finalement mécanique, électronique. De notre point de vue, c'est une espèce de système complexe. Donc, nous allons donc utiliser par la suite les outils pour la création de risques, pour l'exécution des tests, pour la gestion des exigences dans la globalité. Nous utiliserons donc ces objets qui auront été créés pour établir les liens de traçabilité et s'ensuivra donc les éléments de gestion, on va dire, des exigences de manière classique. Donc les métriques de suivi, les matrices de traçabilité et autres rapports. Sans plus tarder, je vous présente donc le modèle de données. En input, pour notre modèle de données de conception du ventilateur, on aura
les besoins de parties prenantes. On aura une analyse préliminaire de risque. Ces deux inputs seront, eux, couverts par les exigences système qui vont être, elles, couvertes de façon plutôt aval par les spécifications métiers ici, alors qui vont des métiers de la mécanique, de l'électronique, voire même du logiciel ou tout autre, dépendamment vraiment du modèle de données que vous pourrez utiliser vous. Et tous ces éléments, toutes ces exigences, aussi bien au niveau système qu'au niveau métier, vont être soumises dans un premier temps à des protocoles de test. Ici, nous prendrons le nom de test tout simplement, et ainsi que leurs exécutions. Bon, la particularité, justement, de travailler avec les outils que nous allons vous présenter, c'est que ce sont principalement des outils collaboratifs qui permettent aussi d'associer les éléments de conception que j'ai présentés dans l'écran de gauche ici à des éléments plutôt de gestion des activités qui sont des stories et les tâches. Ces éléments pouvant être non seulement associés à des utilisateurs en particulier, mais qui peuvent justement, grâce à les liens de traçabilité que nous allons vous montrer, on peut établir une réelle traçabilité entre finalement entre activités, dont gestion de la conception et les artefacts. Voilà. Donc, pour parler un peu des outils, parler brièvement des outils Jira et Confluence. Donc, Jira, c'est un outil, on va dire, de création et de gestion d'objets de toute nature. Donc, à la base, Jira, c'est un outil créé et utilisé principalement dans le monde du développement logiciel. Voilà, donc c'est un outil agile. À la base, il permet surtout de créer des user stories, des tâches, des changes, du moins comme activité, des bugs. Et nous allons l'utiliser aussi pour créer des éléments de conception, ici appelés artefacts. Donc, ça va être des exigences, des risques, des tests. Et l'outil a l'avantage justement en ce qui nous concerne, justement, c'est l'objet de notre présence ici. Il permet de lier les différents objets, comme on l'a dit. Il permet justement de personnaliser l'affichage finalement de chaque ticket, donc des objets avec les champs personnalisés, de garder voilà un contrôle sur le workflow. Le second outil qui est nativement lié au premier, donc Confluence, il est nativement lié à Jira. Confluence est un outil de type wiki qui permet la création et la gestion de documents sous forme de pages web. Donc, l'un des gros avantages, justement, c'est que lui, il permet aussi de rédiger des pages, surtout de les structurer, de stocker de la documentation, que ce soit principalement de la documentation externe aussi. Et il peut être associé à un workflow, ce qui permet donc de mieux maîtriser son cycle de vie. Il inclut des éléments de comparaison de versions et inclut un des éléments aussi importants qui est qui est le contrôle des accès des utilisateurs en lecture et en écriture. Donc, ces deux outils, voilà, nous y sommes intéressés principalement parce qu'ils confèrent finalement beaucoup d'avantages. Donc, dans un premier temps, ce sont des outils qui sont accessibles tout simplement à travers un navigateur, ce sont des outils web. Qui inclut de la signature électronique, donc élément plutôt pas négligeable compte tenu du contexte sanitaire actuel. Voilà. Ils incluent, comme j'ai dit tout tantôt, un workflow. En tout cas, ils incluent toujours un workflow. Donc, ils ont l'avantage de permettre, on va dire, la maîtrise du cycle de vie des documents ou des exigences des objets de manière générale. Ils incluent une gestion des droits. Et tout cela induit donc un gain de temps. Ils permettent justement, comme on a dit, de conserver comme on va vous montrer d'ailleurs par la suite, de conserver une traçabilité. Et surtout, ce sont des éléments, ce sont des outils de travail, ce sont des environnements, voilà, de travail collaboratif. Bon, pour la suite, je passe la main à François, qui va vous parler un peu plus de la traçabilité et sa valeur ajoutée. Très bien, donc je reprends la parole effectivement pour une introduction sur la traçabilité. On peut passer à la diapo suivante.
Donc tout d'abord, comme ça a été un peu précisé dans l'introduction, donc dans cet environnement collaboratif, donc nous préconisons justement de lier à la fois la production de tout ce qui concernera le dossier de conception avec donc, les activités qui vont permettre de les mener. Donc on peut à la fois organiser le travail des équipes et constituer petit à petit les artefacts, donc nos exigences, nos risques, nos tests dans le même environnement, donc hautement collaboratif. Voilà, donc les activités, ça va être les user stories qu'on pourra raffiner en tâches, en sous-tâches. Les artefacts, donc c'est tous les types d'artefacts qu'on peut avoir à gérer sur un projet, hein, qui soit purement logiciel ou incluant des parties mécaniques et électroniques, donc des besoins d'entrée, des risques, des exigences, des tests, le résultat, etc., jusqu'au code, parce que là on va pas en parler aujourd'hui dans cette présentation, mais via l'outil Bitbucket, on peut même aussi gérer les développements logiciels dans l'environnement Atlassian. Diapo suivante. Donc, la traçabilité, donc telle qu'on l'entend, donc elle nécessite effectivement d'avoir organisé la production documentaire, et c'est déjà une première étape qui est souvent c'est pas si mal d'avoir défini comment on organisait la documentation. Là, sur ce qu'on montre ici, on respecte un certain nombre des bonnes pratiques d'ingénierie système avec donc des documents qui vont être liés aux différents périmètres de responsabilité, donc qui vont permettre de bien organiser le travail, des exigences système qui vont permettre de clarifier les exigences d'entrée issues du marketing, les exigences réglementaires, aussi de l'analyse de risque, qui peuvent être contradictoires et donc et pas forcément claires à l'origine. Donc l'étape système qui va permettre à la fois de résoudre les conflits, de clarifier les exigences d'entrée, d'organiser le travail, les interfaces entre les niveaux du dessous. Donc c'est tout à fait important d'avoir déjà défini ces grands blocs, mais c'est pas suffisant pour tirer tous les bénéfices d'une traçabilité, parce que c'est juste d'estimer, oui, ma système règle les couvre correctement, les stakeholder requirements, on va avoir du mal à le justifier, surtout dès qu'il va y avoir des évolutions, on va avoir, ça va être fastidieux de maintenir la cohérence de tous ces documents. Quand on modifie un endroit, tout ce qui dépend de cette modification soit modifié en cohérence dans tous les autres documents du référentiel documentaire. Donc, ce qu'on préconise, donc c'est ce que vont permettre de faire efficacement les outils qu'on va présenter, c'est justement d'arriver à une traçabilité plus fine au niveau des grains d'information que sont donc les exigences, les tests, les risques, et donc d'établir la traçabilité entre ce qu'on appelle donc les artefacts, hein, les grains d'information du dossier de conception. Donc c'est un prérequis qui j'espère et peut-être déjà le cas chez certains d'entre vous. D'ailleurs, ça va être l'occasion d'un premier petit sondage. Stéphane, tu veux bien le lancer pour voir où vous en êtes dans votre réflexion. Donc, on voit que ça, c'est quand même un pas que beaucoup de nos clients ont franchi. Mm-hmm. Alors. Donc, est-ce que vous, aujourd'hui, donc, dans vos pratiques, est-ce que votre traçabilité, vous l'établissez donc simplement au niveau des documents, ou est-ce que vous allez au niveau de ce qu'on appelait les artefacts, ou alors vous gérez pas de traçabilité, c'est une autre possibilité. Alors, ouais. Pour vous positionner, donc les réponses. Oui, on a le taux de
de votants, voilà, qui Le s'il y a quorum est plus atteint. oui. Donc, je vais fermer et partager le résultat. Donc, on veut aussi une majorité qui est sur de nouveaux artefacts, encore quelques organisations dans lesquelles on voit que la traçabilité pourrait progresser. Très bien, ben, et pour ces indications, donc on reprend la présentation. Donc là ce qu'on met en avant, donc c'est le travail dans cet environnement collaboratif, donc il peut nécessiter des opérations de migration en one shot ou incrémentale. Donc on pense qu'il y a vraiment une valeur à travailler dans un environnement où les différents contributeurs à un système vont pouvoir interagir de manière efficace, donc via les liens de traçabilité, mais aussi via des fils de discussion, via aussi le fait que la gestion de projet se fait dans le même environnement. Donc plutôt que de travailler chacun dans son document et de se synchroniser de temps en temps, il y a une vraie valeur ajoutée pour travailler de manière agile et pouvoir, comme on le présentait dans notre webinaire précédent du 25 janvier, pour pouvoir avoir une démarche d'ingénierie système agile, c'est essentiel d'être dans un environnement qui permet de supporter cette démarche agile. Mais comme on sait qu'il peut y avoir besoin avant de pouvoir déposer de documents, comme on en montrera dans la fin de la présentation, ça montrera ce qu'on peut faire depuis Jira Confluence. Donc, à partir des artefacts qui ont été produits de manière collaborative, agile, et avec un contrôle qui permet un bon niveau d'intégrité des données, il sera toujours possible d'exporter sous le format qu'on souhaite les données en les structurant comme on le souhaite. Donc la traçabilité, donc avant de passer aux solutions, je vais vous présenter les quatre grands bénéfices qu'on en attend. Il y en a un premier qui est la clarté que ça offre un chef de projet, directeur de programme sur l'avancement, où là c'est plus au doigt mouillé qu'on va pouvoir estimer l'avancement, mais c'est via un tableau de bord, des métriques qui vont permettre de voir en temps réel comment progressent les activités. Donc, soit sous forme graphique, on a un exemple d'un graphe qui nous montre la couverture de tests en fonction des différents statuts. Et puis, ça peut donc voir des métriques qui consolident des données, mais aussi des rapports qui nous montrent sous forme plus détaillée l'information. Sachant que dans tous les graphiques qu'on va produire, donc en cliquant sur les barres de couleurs, on accède aux détails des objets qui ont permis de créer ces chiffres. Premier bénéfice de travailler dans l'environnement Jira Confluence. Deuxième bénéfice, donc c'est tout ce qui est mesure de complétude de couverture. Dès qu'on, par rapport au modèle à l'architecture documentaire qu'on a décidé dans laquelle on a organisé nos productions documentaires, on a besoin de vérifier les éléments qui devraient être couverts et qui ne le seraient pas encore. Donc, on a l'exemple d'exigences d'entrée, exigences de parties prenantes qui sont pas couvertes, qui peuvent être listées de différentes manières, sous forme graphique, sous forme de matrice, des couvertures des exigences qu'on aurait couvertes ou pas par des tests, des répartitions sous forme de graphes de risques couverts ou pas couverts, et puis de vue en bas à droite qui nous montre les détails de ces risques couverts, pas couverts.
Donc, possibilité, donc, avec des widgets configurables, de constituer un tableau de bord qui se mettra à jour de manière automatique, donc vraiment sans travail fastidieux de récolte des données. On aura une vue de l'avancement de couverture. Les tableaux de bord qu'on déclinera en fonction des différents rôles sur le projet. Chacun n'aura pas les mêmes besoins, donc on sera très capable de décliner les différents tableaux de bord pertinents pour chacun. Du fait qu'on a besoin de faire collaborer des différentes personnes, entre les équipes marketing qui ont mis des besoins, l'équipe système qui répond, et puis donc si dans le cas d'un système complexe aussi les éventuels sous-systèmes, on a une activité qui est assez incontournable, c'est de bien vérifier dès que possible qu'on s'est bien compris et que la manière dont dont l'équipe marketing a exprimé ses besoins, c'est correctement couvert parce que les équipes techniques ont prévu de faire. Donc voilà, la possibilité dans l'outil de produire donc ces matrices de traçabilité ou les exporter sous forme de documents Word comme on l'a montré ici. Ça, on peut non seulement voir là où il y a des trous de couverture, mais aussi là où il y a une couverture, est-ce qu'elle est nécessaire et suffisante. Et puis pour finir, donc le quatrième bénéfice, donc c'est tout ce qui est analyse d'impact, où du fait qu'on a dans cet environnement collaboratif où tous les objets sont connectés, on n'a pas à prendre sa lampe frontale et d'aller scruter des documents Word, Excel, PDF ou autres, ou alors de passer d'un environnement Word à des choses qui seraient dans Word, d'autres qui seraient dans un outil Polarion, TestLink, je ne sais quoi, donc des environnements complètement déconnectés. Là, on a la possibilité, dans le même environnement, de pouvoir visualiser tous les liens qu'on aura établis, on va pouvoir les utiliser pour voir si on change, donc si l'équipe marketing change d'avis sur un de ses besoins, par exemple, de visualiser tous les éléments exigences, risques, tests qui seraient liés et de pouvoir estimer rapidement les impacts, les éléments qui vont être modifiés en cohérence. Ça, c'est avant modification. Une fois qu'on a fait la modification, on peut aussi très facilement, donc en naviguant entre ces éléments, vérifier que les modifs qui ont été faites sont nécessaires et suffisantes. Donc voilà dans les grandes lignes pour ces bénéfices que vont nous permettre cet environnement, donc Jira Confluence. Voilà. Non. Du coup, je reprends la main, François. Alors, je vais par la suite, du coup, vous parler de... finalement, on va mettre le main dans l'outil. Donc, je vais vous parler de l'utilisation de l'outil concrètement pour la création des objets, exigences, risques, tests. Et finalement, on verra comment utiliser tous ces objets pour établir des connexions, donc comment établir les liens. Donc, au préalable, ce que nous avons fait ici, nous avons créé un projet, voilà, qui a été paramétré avec différents types d'exigences, donc les différents objets, on va dire, ont été typés. Ici, on a notamment, vous pouvez voir, un symbole différent pour les URS, un symbole plutôt différent aussi pour les exigences au niveau système, donc même si le nom pourrait prêter à confusion ici. Puis c'est pareil pour les spécifications détaillées, les tests. Et vous voyez aussi bien qu'on a on a choisi de conserver les éléments plutôt pas là, ce sont pas des artefacts, ce sont des éléments de gestion d'activité, dont les activités dont François a parlé tout à l'heure. Voilà. Donc une fois que l'outil est paramétré et qu'on crée une exigence, elle ressemble typiquement à ceci. Donc finalement, c'est, on va dire, une exigence classique, hein, celle que vous utilisez d'habitude avec
je sais pas, avec les outils habituels. Donc, on a tout simplement un ticket qui possède un intitulé ici, appelé Oxygen Cylinder Supply, puis qui porte un champ de test riche, donc qui permet aussi bien de mettre du texte que des images ou joindre des pièces. Donc, on a la possibilité de rajouter des éléments importants qui sont des champs personnalisés. Ici, on a des champs personnalisés plutôt numériques, mais ils auraient pu être textuels ou autres. Et la particularité aussi, c'est qu'on peut, en temps réel, visualiser l'historique des modifications, effectuer des commentaires. Donc, vous comprenez bien qu'on peut simplement se passer des notifications, voilà, mail pour solliciter l'apport d'un collègue sur une exigence. Et chaque exigence, en fait, le cycle de vie de chaque exigence peut être piloté à travers tout simplement le workflow. Ici, nous avons voulu mettre en workflow, on va dire, à 4, 5 étapes, voilà. Donc, qui nécessite une étape d'approbation de l'exigence. Ouais. C'est juste un exemple de ce qu'on peut faire. Effectivement, tout à fait paramétrer les workflows comme on le souhaite. Ouais, tout à fait. Ouais. Et c'est aussi valide justement pour l'affichage de l'exigence. On peut lui donner les attributs qu'on veut. Donc ici, on a une petite vidéo justement qui récapitule un peu ce qu'on a présenté jusqu'ici. Donc vous voyez que l'utilisateur se connecte en fait. Il navigue dans la base de données des exigences où on peut voir justement que par un système de filtres, il peut visualiser les inputs, donc les besoins de parties prenantes, l'analyse préliminaire de risque. Ici, on est au niveau des spécificités du monde, des exigences système. On peut aller jusqu'au test ou à un niveau de détail, en tout cas, c'est vraiment entièrement paramétrable. Donc, là, ce que l'utilisateur va faire, c'est tout simplement par des clics, justement, il accède aux éléments qui avaient été préconfigurés dans le type d'objet qui avait été préconfiguré. Il choisit une exigence système, puis il va renseigner des champs. Certains, d'ailleurs, sont obligatoires et ça, c'est volontaire. Donc, il renseigne ici en intitulé, puis il donne une description. Il a la possibilité, effectivement, d'attribuer l'exigence à un des collaborateurs. Donc, c'est ce qui est fait ici. Par la suite, il peut donc gérer l'exigence, donc il va monitorer son cycle de vie et vous pouvez voir ici aussi, élément important, que le champ requirement version lors de la création de l'exigence n'avait pas été complété. Et là, il porte la version 1, donc c'est tout simplement parce que dans notre modèle de données, du moins, dans notre conception de la chose, on a choisi de l'initialiser à 1, donc c'est un champ qui est calculé automatiquement et qui obéit à une logique qui lui est propre, voilà. On a toutefois la possibilité, vous voyez, de visualiser et voir si l'exigence, voilà, là on voit que l'exigence elle est signalée comme non couverte, tout simplement parce que l'exigence elle est censée être couverte par un test, pardon, et pour le moment ce n'est pas le cas. Donc l'utilisateur ici nous montre le workflow qui avait été, c'est finalement le même workflow qui a été présenté à la capture d'image suivante. Donc il peut piloter, gérer le cycle de vie de l'objet. Et l'un des éléments qu'on a introduit ici, qui n'est pas forcément indispensable, voilà, on a mis une sorte de verrou pour s'assurer en tout cas que on a mis une signature électronique pour être concret, plus concrètement, pour verrouiller le passage de l'exigence d'un état, voilà, waiting for signature à approve. Sinon, c'est une façon de faire que nous avons mis en place. On aurait pu tout simplement exiger que l'exigence soit revue par un profil différent ou on aurait pu imposer une toute autre logique. Voilà. Et la signature électronique peut aussi être faite en masse, hein, on n'est pas obligé de signer aussi une par une les exigences. Effectivement, les exigences, non, on n'a pas obligation de les signer individuellement. Oui. Donc là, ce qu'on a montré, en fait, c'était la création d'exigences directement dans Jira. Donc finalement, la création d'un ticket où on remplit des champs
en tout cas des champs qui sont spécifiques. Et par la suite, une fois que ces exigences ont été créées, en fait, l'avantage de travailler dans l'environnement collaboratif, dans les environnements collaboratifs Jira et Confluence, c'est que toutes les exigences qui ont été créées directement dans Jira peuvent être affichées, donc peuvent être requêtées et affichées grâce à des filtres qui auraient été préparés au préalable, peuvent être affichés dans Confluence. Donc ici, finalement, on passe des exigences qui ont été faites dans Jira à tout simplement une spécification où on décide d'afficher les éléments en tout cas qui sont importants pour nous. Et il faut aussi noter que là, pour le moment, c'est Confluence, donc c'est une page web, mais rien n'empêche les utilisateurs d'extraire l'information sous forme de documents Word ou PDF, ou tout simplement de le garder dans Confluence et voilà, et l'utiliser pourquoi pas comme jet. Donc la seconde façon de faire, c'est un peu c'est un peu une façon de faire qui a été mise en place par ADN, voilà. Donc ça part tout simplement du fait que on se rend compte que beaucoup de personnes ont l'habitude d'écrire des exigences directement dans Word. Donc on a voulu ici on a permis ici aux utilisateurs de créer des exigences directement. Là, c'est une exigence et elle est affichée, voilà. Elle est affichée de manière différente comparée à la capture que je vous ai montré précédemment. Vous voyez que précédemment, c'était ceci l'affichage et actuellement, l'affichage, il est différent. Et la valeur ajoutée. Dans une mode, pour être précis, là, il ne s'agit pas de quelque chose qu'on aurait créé ailleurs et qu'on afficherait ici. Là, l'exigence, on la crée directement dans la page Confluence et ça crée un objet aussi Jira de manière automatique, mais on rédige son document Confluence comme on rédigerait un document Word. Donc là, c'est une présentation là, de la version préliminaire d'un plugin qu'on est en train de développer là, justement pour permettre ce tagage d'exigence directement dans une page Confluence. Après le film que tu as montré, on fera un petit sondage. Tout à fait. Oui. D'ailleurs, pour mieux illustrer cela, justement, on a ici justement une vidéo qui récapitule ce qui a été dit. Donc, effectivement, là, on est dans Confluence et en utilisant tout simplement la macro qui a été mise en place, on peut accéder justement à l'environnement de rédaction dans Confluence et vous voyez que l'utilisateur, bon, non seulement il utilise Confluence de manière à rajouter, on va dire, des headers et des chapitres, mais justement la macro permet de créer l'exigence. Là, c'est ce qui est fait. L'utilisateur a enseigné le titre et puis une description. Une fois publié, il peut utiliser, il y a une connexion directe entre justement l'exigence créée dans Confluence et, du moins, l'exigence créée depuis Confluence, donc entre l'affichage et l'exigence dans Jira. Donc, c'est ce que fait l'utilisateur ici. Il accède et une fois dans Jira, il peut renseigner des informations, on va dire, assez particulières, des informations précises. Il a toutefois la possibilité de faire des modifications, que ce soit directement dans Jira, et ces modifications se reflèteront dans Confluence, ou tout simplement ici, comme c'est illustré, de faire la modification. Il va rajouter un préfixe, voilà, au titre. Donc, il fait la modification dans Confluence, et la modification va tout simplement se reporter dans Jira par la suite. Donc, il y a bien en tout cas, la macro établit bien une synchronisation entre l'affichage de l'objet dans Jira et celui dans Confluence. Donc, la manière dont c'est affiché dans Confluence, ça a évolué depuis cette vidéo qu'on avait faite et ça, de toute façon configurable. On peut choisir les propriétés qu'on affiche et est-ce qu'on l'affiche comme ici sous forme de tableau ou d'une autre façon. C'est tout à fait configurable. Tout à fait. Cool. Voilà, donc ça c'est on va regarder sous forme d'un plugin Confluence, enfin Jira Confluence, que ça concerne
les deux, donc je vais lancer le petit sondage qui doit être la dernière question, Stéphane. Mhm. Oui, justement, c'est la question relative au plugin. Donc, seriez-vous intéressé par une évaluation du plugin d'ADN courant mars? Ça s'affiche pas. Le plugin exigence A. Est-ce que... Oui. Mhm. Voilà, donc, on va savoir si ce plugin, on aimerait le mettre en démonstration chez les personnes qui pourraient être intéressées pour nous donner vos retours. Donc, il y en a parmi vous qui sont prêts à faire du bêta testing. Mhm. N'hésitez pas à vous signaler. Bon, j'ai l'impression que le nombre de votants s'est stabilisé. Donc, je vais fermer le sondage. Ouais. Je propose de continuer. Ça s'affiche pas le. Ah, pardon, je pensais qu'il était affiché par défaut, mais non. Donc, un nombre de personnes intéressées non négligeable. Merci pour vos réponses. Et donc, je laisse continuer, Stéphane. Mhm. Voilà. Donc, maintenant qu'on a présenté, qu'on vous a donné un aperçu, on va dire, d'objets type exigence, voilà. On va parler des deux autres objets, donc à commencer par les risques. Finalement, le ticket risque, en fait, il n'est pas tant que ça différent du ticket de type exigence, donc il a toujours des éléments de base, comme titre, description, et on lui a rajouté des champs personnalisés tels que, en tout cas pour la mitigation. Les champs habituels des risques qui vont permettre de documenter, de décrire ce risque, ses causes. Oui, bien évidemment. Oui. Dans le second onglet, justement, c'est celui affiché. On a ici paramétré le risque pour qu'il soit calculé automatiquement sur la base des champs qui auraient été renseignés précédemment, donc à savoir l'occurrence et la sévérité. Donc le risque prendra, le risque finalement ici, le underscore risque, c'est une conséquence tout simplement des valeurs qui auraient été introduites précédemment. D'ailleurs, je crois que oui, c'est le cas. C'est aussi illustré ici par la courte vidéo où finalement on utilise le même principe pour la création du risque. Donc, on crée le risque comme tous les autres objets Jira. On renseigne des champs obligatoires, on renseigne le titre, la description. On a la possibilité euh, de renseigner le champ risque contrôle mesure. Et ici, on sélectionne la valeur de l'occurrence, la valeur de la sévérité. Et une fois créé, donc là, ce qu'on fait, c'est l'utilisateur tout simplement, il rouvre l'exigence et je pense qu'il fait en zoom dessus. Une fois que l'exigence est ouverte et que la page est rafraîchie, justement, on voit que le risque, il est calculé, il s'est incrémenté, même si ici, en tout cas dans l'historique, on peut bien retracer les actions qui ont été réalisées sur le ticket de risque. Et vous pouvez voir aussi ici que le risque, en fait, il est associé à un code couleur, qui est finalement le code couleur habituel pour les risques élevés, moyens ou faibles. On a les colorations rouge, jaune et verte. Donc ceci, en fait, c'est une analyse de risque qui a été faite aussi, voilà, par un paramétrage interne de chez ADN. Sinon, sur la marketplace de la plateforme Atlassian, donc on a aussi la possibilité d'utiliser il y a la possibilité d'utiliser des plugins, des plugins assez particuliers, voilà, tels que, il y en a d'ailleurs qui se revendiquent 19, pardon, 19,
14, pardon, 14971, donc notamment Soft Comply, le plugin. Et d'ailleurs, je pense que François, ce ne serait pas le moment du Oui. sondage, une analyse de risque. Oui. Donc aujourd'hui, est-ce que vos activités d'analyse de risque, est-ce qu'elles vous semblent bien connectées à la gestion d'exigences ou est-ce que, comme on le constate encore chez certains de nos clients, c'est des activités un peu trop disjointes? Alors, je pense que c'est le moment de partager. Le nombre de votants s'est stabilisé. Donc encore beaucoup de gestion de risque un peu déconnectée, donc possibilité de progresser en termes de traçabilité. Donc il me semble effectivement essentiel que la gestion des risques soit bien connectée à la gestion d'exigence, enfin, pour tout ce qui est analyse d'impact, rapport matrice de traçabilité qu'on vous présentez, là, puisse être utilisé à plein. Les tests. Oui, et pour finir, justement, on passe au test. Donc là, on a déjà présenté les exigences, les risques et les tests. Les tests ici sont principalement mis en œuvre hein, grâce à un plugin, donc grâce à X-Ray. Ici, ce que vous voyez à l'image, c'est tout simplement ce qui est appelé chez X-Ray, on va dire, en test, ce qui correspondrait donc au protocole de test. Vous voyez qu'on a la possibilité de définir les différentes étapes. Ici, on a choisi sur le ticket d'afficher un ticket de test à principalement deux étapes. L'utilisateur a toutefois la possibilité de définir les champs affichés. Donc, ici, on a choisi d'afficher action, données, et puis résultat attendu, mais c'est quelque chose de complètement configurable aussi et utilisable selon votre besoin. Euh, et les tests, en fait, l'avantage de les faire avec ce plugin-ci en particulier, c'est que il existe une corrélation, on va dire, native finalement entre le protocole de test et son exécution. Donc ici, on a l'exécution du test qui, on peut bien le voir, est directement rattaché ici à, au protocole qu'il a défini. Et puis, l'exécution finalement est assez simple. Hein. On a tout simplement des champs à cocher avec la possibilité de rajouter, de signaler les éventuels défauts qui sont donc récapitulés ici. La possibilité aussi de rajouter des éléments de preuve. Ici, nous avons volontairement rajouté une preuve au format MKV qui est en format vidéo, mais on peut rajouter des preuves de toute nature, que ce soit des images ou des documents ou des vidéos. Donc, la vidéo suivante devrait récapituler une création de test, son exécution aussi. Donc là, l'utilisateur justement crée le test. Il, il crée ce qui correspondrait donc au protocole de test. Puis quand il entre dans le protocole, il a la possibilité et il renseigne déjà des champs personnalisés qui ont été mis en place. Puis il peut gérer le workflow. Puis définit. C'est important aussi de faire un arrêt là-dessus. L'utilisateur, en fait, ce qu'il fait ici, c'est tout simplement de définir si on a la possibilité d'automatiser les tests, en fait, euh, grâce à l'outil. Donc ici, l'utilisateur choisit d'exécuter un test manuel et il va donc par la suite définir les détails du test qu'on a présenté tout à l'heure. Donc il définit les différentes étapes. C'était un test à deux étapes, comme vous pouvez voir. Par la suite, tout simplement, sans quitter le protocole de test, il peut directement créer, on va dire, l'utilisateur crée directement l'exécution du test. Puis dans l'exécution, il a la possibilité de choisir l'environnement. On a préparé en amont des environnements pour l'exécution du test. Donc il y a un environnement de développement et puis un environnement de production. Donc ici, l'utilisateur exécute le test dans un environnement de développement. Et comme je disais justement, l'utilisateur ici choisit tout simplement, il exécute, il rattache des preuves
ici notre fameuse preuve au format MKV. Puis vous pouvez donc voir que pour le moment, des deux étapes de l'utilisateur, le test a deux étapes, il a exécuté une étape et la seconde étape ne l'est pas encore. Du coup, le résultat global, il signale effectivement que le test, il est en cours d'exécution. Une fois que le test sera globalement exécuté, l'utilisateur aussi a la possibilité là d'accéder, on va dire, à l'historique des activités qui ont été réalisées sur le test et en remontant, il peut remonter justement du test jusqu'à son exécution. Donc, puisqu'il y avait, comme je l'ai dit tantôt, un lien natif entre le test et son exécution. Bon, avant de passer la main à François pour... Il ne reste plus beaucoup de temps, donc Ah, j'accélère un c'était juste peu. pour, oui, c'était juste pour vous signaler que le support de présentation sera disponible à la fin de présentation et le lien, vous pouvez le trouver dans le chat. Donc, ah oui, pour aller assez rapidement, finalement, ce que nous avons fait ici, nous avons, lors de la création des tickets, nous avons préparé des champs pour établir les liens de traçabilité. Donc, on a ici des champs ainsi que pardon, ainsi que les champs amont et aval, voilà, donc qui peuvent aller de cover avec le champ aval qui sera is covered by, et ils permettront donc de couvrir les exigences au niveau système et au niveau métier. On peut paramétrer les types de liens qu'on fait entre les éléments et puis les liens donc sont navigables dans les deux sens, on les établit dans le sens qu'on veut et on peut les diriger et naviguer depuis les deux côtés du lien. Bon, je pense qu'on peut passer au niveau de la vidéo et puis on récapitule directement l'utilisation de ces liens-là ici. Donc ici on a une exigence au niveau système justement qui finalement a le niveau intermédiaire entre qui est une exigence qui est couverte dans un premier temps par des tests, puis par des exigences métiers et qui en amont aussi est couverte par des besoins des parties prenantes et ainsi que les risques. Donc, vous voyez donc qu'en utilisant les liens qu'on a présentés précédemment, on a justement une sorte de vue, on l'a appelé vue 360 degrés, où à partir de l'exigence système, on accède aux différents éléments qui y sont liés. Bon. François, je te passe la main pour la partie analyse de la traçabilité. On avait un petit sondage sur les matrices de traçabilité, non? Mm-hmm. Oui. Mm-hmm. Oui. Donc aujourd'hui, cette matrice de traçabilité là qu'on propose de pouvoir produire de manière automatique. Est-ce que chez vous, il y a déjà un processus automatique ou est-ce que ça nécessite encore beaucoup d'opérations manuelles avec tous les risques d'erreur? Le nombre de votants, c'est à nouveau stabilisé. Je vais partager le résultat. Donc, courte majorité automatique et encore donc beaucoup de mises à jour manuelles. Très bien. Donc, on peut enchaîner. Et pour finir sur l'illustration de tout ce qu'on va pouvoir visualiser dans Jira et Confluence qui va permettre tirer bénéfice de tous ces liens de traçabilité qu'on aura pu établir dans cet environnement collaboratif. Donc tout d'abord, une vue qu'on a déjà vu un petit peu en vignette au début, donc c'est la possibilité de visualiser des suivis de couverture donc pour voir donc comment on avance sur
par exemple, la couverture par des tests, donc c'est la couverture ici des exigences système par des tests, ou de voir de manière plus détaillée les matrices de couverture avec éléments amont, éléments aval qui couvrent. Et donc, l'intérêt de toutes ces rapports, c'est qu'on les configure une fois dans un ou plusieurs tableaux de bord et ils se mettent à jour automatiquement à chaque fois que les données évoluent. Donc, le niveau suivant, donc c'était celui sur qui permet vraiment de pouvoir mettre en exergue des non-qualités. Donc là, il y a quelques-unes qui sont assez classiques. Donc, on peut automatiser tous les rapports qualité, tous les contrôles qualité sur le référentiel documentaire. Voilà, on va pouvoir aussi visualiser tout ce qui va pas, donc via des requêtes. Donc là, c'est des requêtes simples. On peut avoir des requêtes beaucoup plus complexes qui vont s'appuyer donc sur les différents attributs de nos objets pour dire si je suis un risque d'un certain niveau, je dois être couvert par un test d'un certain type. Sinon, c'est pas obligatoire. Donc, on va pouvoir faire ressortir donc les défauts, une exigence système, si elle est allouée à la partie mécanique et à la partie logicielle, on s'attend à ce qu'elle soit couverte des deux côtés. Si c'est pas le cas, je fais afficher ici tout ce qui est alloué à un composant logiciel et qui n'est pas couvert par ce composant logiciel. Donc, une grande possibilité de faire ressortir tout ce qui n'est pas correct dans mon référentiel de données. Bon, donc, voilà, donc un tableau de bord avec des métriques globales à la fois. Donc là, on s'est plutôt centré sur les tests pour avoir une idée de l'avancement des campagnes de tests sur du statut des tests que j'aurais pu sélectionner par niveau de gravité, c'est des tests niveau système, niveau sous-système, niveau composant électronique, etc. Mhm. Je crois qu'avant de passer à la suite, qui serait la génération de matrices de traçabilité, il y aurait des petites questions de sondage encore. Je vous la partage. Donc, par rapport à tout un petit échantillon qu'on vient de voir sur est-ce que vous avez aujourd'hui un tableau de bord, un tableau suivi, à la fois suivi d'avancement et suivi qualité qui est automatisé ou pas? Alors, le nombre de votants, c'est à nouveau stabilisé. Donc, beaucoup de suivi manuel, effectivement. Donc ça, c'est vraiment un bénéfice induit là, du fait qu'on gère la traçabilité au niveau de la granularité telle qu'on l'a défini au début et qu'on gère nos objets dans un environnement collaboratif. Là, ça devient possible et même dans l'environnement intéressant facile d'automatiser ce tableau de bord. Très bien, donc on peut terminer sur les parties génération de rapport avec une vidéo donc qui va illustrer la possibilité d'extraire des données. Là, on va le faire sous un format Word à partir d'un modèle qu'on aura, qui est un template qu'on a configuré dans lequel on a dit sous quelle forme on voulait mettre en forme les données et quelles données on voulait afficher. Donc là, en l'occurrence, c'est une matrice de traçabilité qu'on génère sous forme d'un tableau avec différentes colonnes. On voit un niveau URL, donc exigence des parties prenantes, exigence d'entrée, exigence système, les tests,
les exécutions de tests, et puis au final, quand il y a des bugs, on les affiche en plus un rapport. Vous voyez, ce qui apparaît sous forme d'hyperliens, c'est effectivement des liens navigables qui vont nous ouvrir les objets dans l'environnement Atlassian, si on a envie de pouvoir examiner ces objets en détail. Voilà, c'est bien sûr qu'un exemple de mise en forme. Et puis donc même à l'intérieur de l'environnement Atlassian, donc la possibilité de visualiser cette matrice de traçabilité sous forme d'une vue navigable où on va voir effectivement nos objets, en fonction de comment on aura configuré la vue, ici les risques, comment ils sont couverts par des exigences système, puis les tests qu'on a raccrochés et les éventuelles exécutions dans une vue navigable. Et puis là, donc la même vue, elle paraîtra un peu différemment, où cette fois-ci, on est parti des exigences de parties prenantes pour afficher ensuite les exigences système, les tests, les exécutions et les éventuels défauts associés à ces exécutions. Donc une vue qui permet facilement de faire apparaître les trous, les défauts et qui permettent donc de naviguer aussi directement depuis cette vue vers les objets qui sont affichés. On va se faire la même vue. Donc là, on a... Et ça, est-ce qu'on avait encore... Oui, là c'est la vue, on va dire plutôt toujours au niveau système, justement, qui montre la couverture des URS par des... Ouais, Enfin, oui, par la partie métier. Voilà, qui descend jusqu'au niveau des différents composants du système. C'est ça. Différentes manières de configurer cette vue. Et là, je crois qu'on arrive au terme de la présentation. On a un petit peu débordé. Il faut notre offre pour dire, voilà, nous, on est intégrateur de solutions Atlassian, donc à la fois pour associer les plugins existants qui nous semblent pertinents, et puis aussi, on est nous-mêmes développeurs de solutions complémentaires. On assure évidemment la validation de ces configurations. Et on peut aussi vous aider pour tout ce qui est reprise de données, donc une boîte à outils pour faciliter les migrations, et aussi on est capable d'assurer la formation de vos utilisateurs et administrateurs. Et peut-être pour finir, pour ceux qui ont encore quelques minutes à nous accorder, je crois qu'on a encore quelques petites questions, petits sondages pour cette présentation. Ça vous a permis un petit peu de temps. Je pense qu'on a fait le tour des questions. D'accord, je crois qu'on avait une sur la matrice, un peu la même que celle-là, mais sur la matrice de traçabilité. Mais sinon, on peut passer à la phase de questions si on a. aux questions. Donc, si